hommes d'honneur et les donneurs. Et alors on revient avec, après ce son qui a beaucoup fait parler de lui. Et on va parler de ce son. Ouais. Dis-nous en plus, même si t'as tout dit dedans. Bah en fait, tu vois, à la base, je voulais pas tellement faire un titre où j'allais forcément raconter ce qui s'est passé avec les gens dans le rap game ou quoi, tu vois. Mais il y avait deux phrases, moi, qui m'ont toujours marqué, en fait, dans le rap game. C'était une phrase de Lino et une phrase de Ali. Dans l'album de Lunatic. C'était la phrase de... Parce qu'il y a les hommes d'honneur et les donneuses, c'est une phrase d'Ali. D'accord. On ne confond pas les hommes d'honneur et les donneuses, le stress et la sérénité, la brise et le tonnerre. Tu vois, je crois que c'est dans le morceau, le son qui met la pression, ou peut-être être brûlé. Tu vois. Et bah, tu vois, on vit tous des trucs comme ça avec des gens qui disent qu'ils sont comme ça, qui disent qu'ils ont des principes, de l'honneur, et en fin de compte, tu te rends compte que c'est pas le cas. Et à vrai dire, quand j'ai commencé à écrire ce morceau, c'était même pas prévu que je parle des rappeurs en question, tu vois. C'était même pas prévu même que je parle même des meufs et des couples que je suis en train de citer dedans. Après, je me suis dit, bah, comme il y a des trucs qui sont très difficiles à dire, par exemple, quand je le dis à un moment donné, la meuf d'un poteau qui fait des trucs un peu chelous avec toi, c'est compliqué de lui dire. Ça peut l'humilier. La meuf, elle peut retourner le truc contre toi. Et après, c'est toi qui passes pour le chien de service. Et voilà, j'ai dit, il faut qu'il serve à ça, ce morceau, en fait, où je dis non seulement ma vision des choses, tu vois, par rapport à c'est quoi l'honneur, c'est quoi les principes, c'est quoi être un bonhomme, tu vois. Et j'ai dit ce que j'avais à dire sur les sujets qui me tenaient à cœur là-dessus, tu vois. Et c'est un album, celui-là, c'est l'album le plus personnel que j'ai fait, en fait, de tous mes albums, tu vois. Cet là, c'est clair. Tu t'es vraiment dévoilé. Ouais. Voilà, qui s'appelait Dr Sophie Saïd. C'est la première fois que je fais un morceau sur ma fille, complètement. Il y a beaucoup de gens qui ont des filles qui ont versé des larmes, hein, des trentenaires, des quarantenaires. Ils se sont dit, surtout à la fin, tu sais, pourquoi tu l'appelles beau-père? Moi, je suis moche ou quoi? Ouais. Tu vois. Mais tu pleures réellement en plus dans son. Tu dis? tu pleures réellement en plus. Bah, non, c'est que. Bah, c'est dans. En fait, il y a une intro à la fin ou un outro. Une intro, en fait, c'est une petite. Ah ouais, non. Ouais, à la fin du deuxième couplet. Non. En fait, c'est un. Bah, ça correspondait un peu au truc, tu vois. D'accord. C'est qu'à la fin du deuxième couplet, c'est une vidéo YouTube que j'ai trouvée d'un gars qui est en train de faire semblant à sa fille qu'il est en train de pleurer. D'accord. Tu vois. Et sa fille, bah arrête, pleure pas. Ouais, voilà, elle le prend vraiment au sérieux. Bah, arrête de pleurer, Elle est vraiment en panique, la petite, tu vois. Et après, elle est là, bah d'accord, bah fais-moi un bisou. Alors, elle lui fait son bisou. Ouais, mais pleure plus, tu vois. Pleure pas, tu vois. J'ai trouvé ça, ça m'a parlé. Et puis le fait que surtout au début, en fait, c'était vraiment l'intro du début qui était déterminant du choix de mettre des passages comme ça, parce que je sais plus ce que je faisais, hein. Tu vois, je vais un petit peu sur le net quand même si je regarde pas tout. J'étais sur YouTube et tout, et je suis tombé sur une vidéo d'un enfant qui venait de naître, quoi. Tu vois, il était à la maternité, il était avec sa mère, les infirmières, tout ça, et le petit, il arrêtait pas de pleurer. Il voulait pas s'arrêter de pleurer. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand son père il arrive, il prend dans ses bras. Il veut pas arrêter de pleurer à la base, le petit. Quand le père du petit il arrive, il le prend dans ses bras et il s'arrête de pleurer, le petit. Et après, bon, les gens comment ils ont nommé la vidéo, ils ont nommé en mode, le petit reconnaît la voix de son père, parce que tu sais, tu connais ce truc là où des fois quand les femmes elles sont enceintes, elles disent au papa il faut lui parler, le truc machin, bah faut supposer que le petit il a reconnu la voix de son daron, quoi. Et donc voilà, il fait partie des morceaux que j'écoute le moins. Pas parce que je l'aime pas, mais parce qu'il est douloureux, tu vois. C'est comme Risperdal, c'est comme Douleur de croissance, ou même comme Destination Finale dans Conviction Suicidaire. Tu sais, dans chaque album, j'ai comme ça un ou deux morceaux que je trouve c'est des réussites artistiques, hein, justement, hein, et du fait
qui est tellement d'émotions. Je pense que ils sont vraiment super réussis, mais ils me prennent de la force quand je les écoute. Bah c'est vrai en plus quand tu dis ça, parce que depuis qu'on s'est rencontrés vendredi soir, et il faut le dire, faut le savoir, on a bloqué 1 heure avec lui, j'avais froid mon frère, t'as peur, j'avais froid, mais il reste pas à lui parce qu'il nous a considérés. Et depuis ce jour-là, j'ai écouté tous tes albums. D'accord. Et en t'écoutant, t'as beaucoup d'émotions, on dirait. En tout cas, sentimentalement parlant. J'en perds mes mots, mon cher. Je pense que c'est dû au fait que j'ai mis beaucoup l'accent sur... depuis longtemps, j'ai mis beaucoup l'accent sur l'interprétation. Ça veut dire quand t'as... parce qu'il y a des rappeurs, ils sont très techniques, mais en fait, il n'y a pas d'émotion. Ouais. Tu vois ? C'est comme, il peut te dire, maman, je t'aime, truc, ah là là là, comme nique ta mère, c'est le même ton. D'accord. Moi, je voulais me mettre de l'émotion. Quand j'ai envie de dire un truc marrant, des fois, on m'entend même rire en disant la phrase, tu vois. Et je voulais faire quelque chose comme ça de très théâtral, très personnalisé, très vivant, en fait. Tu vois. Et donc, c'est ce qui fait que quand j'ai envie de dire quelque chose qui me fait souffrir, tu le dis clairement. Je l'exprime comme ça avec l'interprétation qui va avec. Ok. Ouais, moi, pour ma part, j'ai essayé d'en fait de récupérer je dirais pas les punchlines, d'accord, mais au moins les sujets les phrases qui m'ont marqué, qui m'intéressaient le plus. C'est que dans le titre Frelon, on a mon pire ennemi à moi, c'est ton interprétation, tu vois. Ouais. Pourquoi dès tes débuts de ta carrière, tu as choisi des positions qui pouvaient te mettre même toi dans des postures délicates, tu vois. Dès le départ en fait, parce que même ça c'est presque la première punch qui arrive au départ du CD sur le premier titre. Mon pire ennemi à moi, c'est la même chose pour tout le monde. C'est très grave les problèmes d'interprétation. Regarde, moi ça m'a envoyé en HP. Tu vois, ça. C'est pas le pilon que t'as envoyé en HP ? Ah, je croyais à l'époque, mais c'est pas que le pilon, frérot. Il y a des gens, tu vois, ils prennent un malin plaisir à savoir que t'es dans une période délicate, ils peuvent jouer avec ton cerveau. Après, ils disent, mais non, je t'ai rien dit, t'es un ouf, t'es parano, tu vas trop loin, tu vois le mal partout. Je dis, ça, le bâtard, il est pas mal, il est pas partout le mal, le gars, tu vois. Mais en gros, pour répondre à ta question, c'était pas un choix, tu vois, de carrière. Je me suis dit, bon, moi, si je viens du rap, je vais me couper de tout le monde, je vais pas prendre d'oseille et je vais bien rapper comme ça. J'ai pas fait ça, tu vois. C'est juste que je suis arrivé et moi, mon rap, il fallait qu'il me représente moi, toute ma personnalité, tu vois. C'est pour ça qu'au début, j'avais mis un peu, tu sais, quand j'ai commencé à vraiment vouloir travailler un album, j'avais mis un peu de côté le côté technicité, vouloir impressionner les gens avec des cascades syllabiques, des flows extraordinaires venus des États-Unis ou de je sais pas où. Moi, j'avais mis l'accent sur ce que je disais, sur mes analyses de la société, des situations. Et voilà, moi, je suis super satisfait de ce que ça a donné. Et après, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure à un des frérots qui était là, s'il y avait plus de rappeurs qui disaient ce qu'ils pensaient, je pense qu'ils se feraient autant d'ennemis que moi, au moins. Peut-être pas, mais tu vois, ils se rapprocheraient vraiment de mon nombre d'ennemis. Et deuxièmement, je pense que ça serait plus utile au rap, plus utile au quartier, plus utile aux gens qui écoutent du rap. Et je pense qu'ils seraient, pour beaucoup d'entre eux que je connais, qui racontent pas leur vraie vie, je pense qu'ils dormiraient sur leurs deux oreilles le soir et la nuit, et ils se regarderaient dans la glace, tu vois. Moi, c'est vrai qu'après, je vais pas raconter des trucs qui vont pas avoir d'intérêt, des trucs personnels qui vont pas avoir d'intérêt, qui vont pas servir aux gens juste pour les raconter. Mais tu vois, j'ai raconté des trucs très, très personnels là-dedans. Tu vois, la première fois que j'ai vu ma fille qui avait déjà 3 ans, je l'ai vue sur Facebook, tu vois. J'ai vu des photos d'elle sur Facebook, c'est très intime. Et limite même, ça peut être perçu comme étant insultant pour la maman, tu vois, même pour la petite. Après, bon, le morceau, c'est vrai qu'il faut l'écouter, il dure près de 7 minutes, et un peu plus de 7 minutes même. Où je développe plein de choses dedans, où je lui témoigne mon respect, où je ne tire pas à tout va sur sa mère pour le queutru, tu vois, où à la limite je lui dis je peux pas m'opposer à ça, ça serait criminel, tu vois.
Donc voilà, tu vois, c'est le côté où j'ai voulu être le plus transparent possible. Et c'est comme ça que je suis dans ma vie. Tu vois, j'ai des potos, ils me disent ouais mais toi, tu dis des trucs, ça se dit pas, tu vas pas lui dire ça à la dame et tout, à la boulangerie, truc. Je dis mais pourquoi et tout. Si je le pense, je le dis. Après si c'est fait pour blesser, ça sert à rien. Mais tu vois, par exemple, la dernière fois, j'étais avec un rappeur, on était en train de monter comment t'appelles ça, des escaliers. Il y a un mec comme ça, je sais pas si c'était un vloutra ou je sais pas quoi, un mec avec une beubare, une jupe, des collants, il passe comme ça. Tu vois, il veut passer, nous on était là ou quoi, je me décale, je dis ah, excusez-moi monsieur ou madame, je sais pas, tu vois. Je lui dis ça, tu vois, le poteau il bug comme ça, je lui dis pas en face. Je dis bah je sais pas frère, on sait pas, il a pas choisi le mec. Tu vois. Si t'as choisi, rase la beubare, enlève la glotte, tu vois, la pomme d'Adam, je sais pas. Mais pour plein de gens ça se dit pas. Après moi je suis vraiment en paix avec moi-même. Et franchement c'est un kiff de ouf. Je conseille à plein de gens d'essayer. D'essayer d'être transparent. J'ai dit essayer, hein, d'essayer d'être le plus transparent possible. Tu vas te kiffer ma gueule. Et dans Énergie. Je suis moins pro-black que tu le penses. Ouais. J'accorde à mon bled que des vacances et je couche avec des blanches. J'aimerais poser la question, si je peux me permettre. Il y a qui n'est pas dans ce cas dans la pièce. Bon, on coupe les micros, les gars. Non, là, ils peuvent répondre parce qu'il n'y a personne. On cite le nom de personne. Il n'y a que moi qui suis cramé ici. Non, moi, j'ai l'impression quand même que t'es un peu pro-black, tu vois. Par exemple, même pour le post, qui est tout simple, tu vois. Quand nous, on a posté, par exemple, la photo qu'il allait venir à la radio, tu vois. Ouais. La plupart des gens qui sont manifestés, tu vois, c'était pratiquement des gens de ta communauté, tu vois, qu'on relayait, qu'on partageait, machin, tu vois. Moi, t'as vu, je suis pas dans... Justement, ça va paraître... Pour des gens, ça paraît être un discours comme ça, policier, d'homme politique. Mais je suis pas... Je conceptualise pas et je suis pas d'accord avec le concept de communauté. C'est vrai que je dénonce des problèmes par rapport à ma couleur de peau. Et il se trouve qu'il y a des gens qui vivent la même chose, tu vois. Comme il y a des gens qui peuvent... se sentir de ma communauté en tant qu'indépendant dans la musique. Tu vois ce que je veux dire? Qui essaient de faire leur truc, qui peuvent être des rebeux ou un groupe de rebeux avec un Renois et un Chinois. Tu vois, ça forme une communauté de gens qui vivent des trucs difficiles et qui se retrouvent dans mon discours ou dans mon combat, tu vois. Maintenant, qu'il y ait plus de Renois qui ont liké ton post ou plus de Renois qui se manifestent sur le fait qu'ils aiment bien Despo. Je pense aussi c'est parce que la question africaine elle a eu un gros poids en fait dans ma carrière. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé parce que j'y ai vécu les plus jeunes années de ma vie. Ça a forgé un peu ce que je suis. Et j'ai été élevé par une famille africaine. J'ai écouté de la musique africaine. Tu vois, j'ai mangé de la nourriture africaine. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et après, quand t'es comme moi, t'as un combat par rapport à ton intégrité qui peut être par ailleurs, surtout même pas par ailleurs, qui est clairement snobé en fait par la France. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dedans. Donc il y a beaucoup de gens qui se sentent représentés par ce discours et qui sont plus réceptifs que d'autres. Tu vois. Mais il n'y a pas que ça, hein, tu vois, je traite de plein de sujets dans mes raps depuis toujours et c'est vrai qu'il a un poids. Ouais, c'est quand même, c'est assez présent. Ouais, parce que comme je dis, bon, tu vois, il y a plein de choses, on peut discuter dessus. Oui, mais je suis pas d'accord. Oui, mais moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Il y a un truc par contre, on peut pas trop discuter, c'est que je suis Renoir, quoi. Tu vois, ça c'est visible clairement, tu vois. Quand tu arrives dans une pièce, la première chose qu'une personne là-bas, un Renoir, tu vois. Comme je dis, bon, on rate pas un Renoir dans la neige. Hein. Mais toi, tu t'es déjà senti un peu révolutionnaire? Ouais, révolutionnaire, j'ai toujours. Après, révolutionnaire à ma manière. Tu vois, avec les combats qui me parlaient, moi. Tu vois, moi, par exemple, tu vois, en cours, j'aimais bien taper des barres, on se tapait des barres, on se vannait, truc nanani. Et par contre, tu vois, on pouvait faire ça, mais avec des profs qui étaient gentils, qui méritaient pas de leur faire la zermie. On foutait un peu le bordel quand même aussi, tu vois, on rigolait, on se vannait, on truc, machin, on faisait un peu de bruit. Mais après, il y a un moment où
Il y en a d'autres dans la classe, justement, par le fait que ces profs-là, ils étaient gentils, ils voulaient leur grimper dessus. Moi, je trouvais que c'était de la hagra, j'aimais pas ça. Tu vois. Et je m'opposais à ça. Ou comme des fois, dans la classe, il y avait des mecs, tu sais, dans la classe, il y a toujours des mecs qu'on appelle les bouffons. Tu sais. Les mecs qui aiment pas la bagarre, qui sont toujours en train de rendre les devoirs à temps et en l'heure. Il y a des gens, des fois, tu vois, ils répondaient pas aux attaques de certaines personnes qui pouvaient leur mettre des baffes. Et quand il fallait écraser des gens, ils écrasaient ceux-là. Voilà, moi, j'étais contre ce truc-là, tu vois. Ça veut dire que j'aurais pu juste être en mode... on est des mecs de Tchekson, on est tous ensemble contre tout le monde entier. Tu vois, moi, tu peux être des miens. Si t'es injuste, je te dis, t'es injuste et je suis pas d'accord, tu vois. Donc c'est pour ça que ça rend mon combat et ma vie et même ma carrière compliqué à comprendre pour plein de gens, tu vois. Pour la plupart des gens, surtout aujourd'hui, tu vois, ça veut dire que on devrait, sur 100% des cas, avoir les mêmes combats. 100% des cas avoir les mêmes pensées. Il y a des mecs qui viennent me voir et dire ouais, j'aime bien tout ce que tu fais d'Espo, mais je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Je dis mais ça sert à rien de dire ça. Si tu me dis la vérité, moi non plus je serais pas d'accord. Ce que tu penses, tu me dis 100% de ce que tu penses. Moi non plus je serais pas d'accord avec ce que tu penses. Tu vois, ça c'est comme ça, voilà. C'est vrai qu'on a des combats communs, on a des causes communes. Et après, il y en a d'autres qui sont personnels ou en fait qui seront communes avec d'autres gens en fait. Tu vois. Comme ça. Le concept de communauté, je suis pas d'accord. Moi, ma fille, elle est algérienne, moitié algérienne, moitié zaïroise. Et elle est moitié zaïroise que par le sang, quoi, parce que elle porte pas un nom, tu vois. Elle porte pas un nom du Deblay. Si j'étais là, j'aurais donné un blaze. Ouais, mais t'es congolais, tu leur as donné quoi comme blaze? Patience, par exemple. Non, mais j'aurais sûrement mis un blaze du Deblay, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est quelque chose qui se perd, surtout chez les Aérois, les Congolais, les Camerounais et principalement même l'Afrique christianisée. Mais en fait, il y a des jolis mots en lingala, tu vois. T'as par exemple moi des amis qui ont compris ça et qui ont appelé leur enfant par exemple Kimia. Kimia en lingala, ça veut dire la paix. Tu vois, c'est joli. Kimia, ça ressemble, on dirait, une playmate américaine, une tismée jolie sur Instagram, Kimia Johnson, tu vois. Tu vois, je veux dire, c'est joli. Après, voilà, il faut savoir aussi donner des prénoms qui veulent dire quelque chose. Ça veut pas dire que patience, ça veut rien dire. Hein. Tu vois. Ouais, mais bon, les Congolais, vous êtes chauds aussi. Hein. Ah, ils sont chauds. Moi, j'ai échappé un peu à ça. Moi, j'ai quand même un prénom caché, c'est Trésor. Bon, je le déclare pas trop, celui-là. Là, tu l'as déclaré, là. Là, tu l'as déclaré, là. Il y a un moment aussi, tu étais omniprésent dans le rap, tu vois, avant ton hospitalisation. Pourquoi, d'un coup, tu vois, avoir disparu? Parce que l'hospitalisation te casse, frère. Tu vois, moi, quand j'étais en psychiatrie, j'ai fait 5 hospitalisations en 6 ans. Déjà, c'est super lourd comme hospitalisation. J'ai fait tous les modes d'hospitalisation. Il y a le mode d'hospitalisation libre. Ça veut dire, les gens ils te conseillent, ouais, ma gueule, tu vas pas très bien, t'as vu, tu commences à dire des trucs chelous, va là-bas. Il y a le mode HDT, qui est demande d'un tiers. Ça veut dire, ça peut être ton épouse, ça peut être ta femme, ta compagne, qui peut faire en sorte que tu sois hospitalisé. Et il y a le mode d'hospitalisation d'office, ça c'est le préfet, quand t'as fait une dinguerie. Et moi, j'ai fait les 3. Et dans ces 3-là, j'ai eu une qui a failli... Enfin, j'ai failli avoir la préfet qui s'est doublée. Sauf que la personne à qui j'ai fait une dinguerie, on a réussi à la raisonner, sans menacer bien sûr, mais on a réussi à la raisonner pour pas qu'elle aille, voilà, tu vois, porter ça devant les forces de l'ordre. Mais c'était chaud quand même, hein. Tu sais, une hospitalisation d'office, en plus quand t'arrives, c'est même pas... Tu sais, t'es en pyjama direct, et piqûre directe, attaché, contentionné, hein. C'est hardcore à la psy, hein, frère. T'es contentionné. Moi, dans plusieurs de mes hospitalisations, je suis resté enfermé dans une chambre noire, attaché, allongé à un lit, les mains, les jambes, tu vois, les pieds, tu vois, pendant plusieurs semaines. Si t'es un fumeur, tu sors pas. Tu vois. Donc voilà, ils te détachent juste le midi et le soir pour manger. Enfin, le matin, le midi et le soir pour manger. Quand t'as fini de manger, ils te rattachent et tu te rallonges sur le lit, c'est hardcore. Hein. Donc voilà, après, dans des moments comme ça, tu es surtout en train de penser à ton cerveau. Et tu regardes les cas qui sont là devant toi, des gens qui font des allers-retours là depuis 30 ans. Enfin, la majorité des gens qui font une hospitalisation psychiatrique, ils en refont une autre derrière.
ils en font un minimum de 10, sauf quand ils vesquillent, ils vont plus voir le truc, tu vois. Mais moi j'ai vu des gens, ça faisait 30 ans, c'est de la psychiatrie, des allers-retours. Donc ça détruit clairement ta vie en fait, tu vois. Ça détruit ta vie, les cachets. Moi j'ai perdu 4 chicots en 5 hospitalisations. J'en ai perdu 4. Tu vois. Donc imagine une personne qui fait ça depuis 10 ans, une personne qui fait ça depuis 20 ans. Je connais un gars là-bas, je sais pas comment il arrive encore à graille. Il n'y a plus de dents. 63 ans, 64 ans, 30 ans de psychiatrie, il n'y a plus de dents. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Donc après, voilà, moi, quand je suis arrivé, la première chose que je me suis dit, j'ai regardé les gens, parce qu'il y a tout type de cas. Hein. C'est comme un peu le placard. Tu vois, t'as le petit qui a volé un petit truc là, t'as le mec qui a tué 15 personnes, ils peuvent se retrouver dans la même cour. C'est le problème, tu vois. Bah, tu vois, moi, je suis arrivé là-bas. C'était quoi les psychiatres, ils ont dit quoi? Ouais, dépression. C'était pas dépression, en fait. Ils ont dit dépression. Bah, j'ai vu des meufs là-bas, tu vois. Des meufs, des darons, des jeunes qui étaient super atteints. C'était autre chose. Il y a des gens, ils ont touché à des gueules bizarres, ils sont jamais redescendus. Ils crient, ils parlent tout seuls, ils se tapent la tête contre le mur. Il y en a qui chient dessus. Tu vois, c'est hardcore. Hein. Il y a des gens, tu vois, c'est une infirmière qui m'a raconté ça. Une personne, elle est rentrée dans la chambre d'une personne, pas dans l'hôpital où j'étais, mais c'est arrivé en France, tu vois. Elle est rentrée à une personne qui était psychotique, elle est rentrée dans la chambre d'une autre personne psychotique, elle lui a coupé la tête, elle a posé sa tête sur la télé, elle s'est assise et a regardé la télé. Tu vois, tu fais ça pour quelque chose encore à la limite, tu es un criminel, ouais, t'as niqué ma femme, tu m'as volé 1 million d'euros, tu vois. Mais là, elle a découpé la tête, il s'est posé et regardé la télé comme ça avec la télécommande. Moi quand je suis arrivé, tu vois, c'est hardcore. Moi quand je suis arrivé, j'ai dit waouh, tu vois. J'ai dit en fait mon cerveau il est comme ça. Et après voilà, il a fallu que je me tape. Et moi ce qui m'a sauvé, hein, c'est clairement, je le dis, c'est pour ça que je suis aussi. Pour les gens peuvent croire que par exemple ma kippa sur la tête c'est de la provocation, mais c'est ma spiritualité qui m'a sorti de là. Je serais mort sans ça, je te le dis. Hein, quand je dis mort, je me relève plus. Mais pourquoi de la provocation? Non, il y a des gens qui pensent que c'est de la provocation, que c'est une provocation politique, religieuse, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, au début, moi, quand je décide de mettre la kippa, j'avais décidé d'arrêter le rap, moi. Je rappais plus. C'est réel, hein. Tu peux vérifier les premières vidéos où je suis dehors en costume, avec un chapeau. Je rappe plus à ce moment-là. Y&W, ils ont balancé des morceaux tout seuls, mais moi, j'ai arrêté déjà depuis des mois. Je vais même plus en entendre parler du rap. Tu vois. Donc les gens, en fait, ils m'ont ramené de là où j'étais pour pouvoir en parler, critiquer, insulter et compagnie. Au début, je calculais pas trop. Après, quand j'ai dit je reviens dans le rap, en fait, le problème, c'est que maintenant, j'ai un micro, frérot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un micro, j'ai un Facebook. Avant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je m'en fous parce que je suis dans un autre game. Maintenant, je reviens. Tu vois, il y a du répondant, il y a de la riposte. Non, on le voit dans les lives parce que je suis un peu télé. Ouais. Mais le truc c'est que là où ils sont quand même complètement injustes, c'est que ils signalent pas aux gens que c'est eux qui ont commencé à insulter. On va pas faire comme la maternelle. Maîtresse, c'est elle qui a commencé, c'est lui. Tu vois. C'est que le mec il met sa kippa, c'est sa vie quoi. En même temps. Il fait ce qu'il veut. Après les gens ils mettent ça sur le coup de oui mais comment tu peux soutenir une religion qui est Israël. C'est deux choses différentes. Est-ce que ça veut dire que tous les bubards sont donc des poseurs de bombes? Parce que c'est la même réflexion. Ouais, c'est la même. Tu vois. Est-ce que tous les Renois ils aiment le riz? Moi j'aime pas le riz. Tu vois. J'aime pas le tchèb, là. C'est un Renault. Il mange pas de banane aussi. C'est mieux quand même. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui, c'est mieux de pas manger de banane. Mais tu penses que tout ça, ça n'a pas un peu influencé les gens? Ça n'a pas discrédité un peu ton message, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dit qui aurait pu le fait d'être passé en hôpital psychiatrique, tu vois, ça n'a pas peut-être... Ah oui, complètement. Et je pense même que mes hospitalisations psychiatriques étaient des pièges. Ouais, tu vois, ça. J'ai été piégé, clairement. C'est ça, je crois. J'ai été piégé, clairement, parce que quand je sors un album comme Conviction Suicidaire, où je dis quand même, ceux qui diront la vérité seront traités de paranoïaques, menacés de mort et seront lynchés médiatiquement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu vois? Et 1 mois et demi après, hospitalisation psychiatrique. Tu sais, moi j'avais regardé il n'y a pas longtemps, ça me fait penser à... DMX? Non. À une série, c'est pareil, sur des faits réels, tu vois.
Ouais. C'est Una Bomber, je sais pas si ça Non, te je parle. connais pas. C'est Théodore Kaczynski, tu vois. Lui, il avait écrit un manifeste Ok. qui était. En fait, ce qu'il voulait expliquer, c'était que la nouvelle technologie allait prendre la place de l'homme, tu vois. D'accord. Il a fait plein d'attentats pour que son message puisse passer, Ah. tu vois. Mais eux, ce qu'ils ont fait, derrière, c'est que. En fait, quand ils l'ont attrapé, il nous dit il a deux choix. Ou il se plaide coupable, ou il. Non, il plaide la folie, tu vois. Ah, ok. Tu vois, il avait ces deux choix-là, tu vois. Ah. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est que. En fait, quand les gens ont lu son manifeste, ils se sont rendus compte, même sans les attentats, que le message il était fort et ils commencent à se poser des questions. Tu vois. D'accord. Ah. C'est pour ça que après bon à la fin de l'histoire, en fait il plaide coupable, tu vois. Ok. Mais c'est pour dire que moi je pense que ça a un peu diminué, tu vois, ce que toi t'as voulu faire passer Ah, comme message, tu vois. c'est clair. Ça a un peu diminué. Ah, c'est c'est vrai que je suis revenu en ouragan, frère, tu vois. Mm. Et après, c'est vrai que l'ouragan, c'est quoi? C'est que c'est mélangé avec la spiritualité. Et le problème, justement, enfin, c'est pas un problème, c'est que le chemin, il est plus long comme ça. Je serais resté dans le combat social, si tu veux. Peut-être que les gens, ils aimeraient encore beaucoup d'espoir aujourd'hui, tout ce que tu veux, mais ça n'aurait pas réglé le problème. En fait, moi, mon discours, c'est quoi? C'est que les gens pensent que ce sont les sociétés qui régissent les spiritualités. C'est l'inverse. C'est la spiritualité qui régit la société. La spiritualité, elle décide de c'est quoi la société aujourd'hui. Tu vois, les matières, les langues qu'on parle, les piscines, les trucs, tout ça, c'est régi par la spiritualité, et principalement même la mauvaise spiritualité. Et la différence entre Conviction suicidaire, par exemple, et Master, l'album Violet, qui est l'album le plus de conditions plus spirituelles, et par exemple le dernier album qui s'appelait Dr Sophie Saïd, encore il y a peu, bah, c'est que Conviction suicidaire, c'est un mec qui croit une force supérieure, mais il n'a pas de culte. Il n'a pas de religion. Après, il y avait, c'était. Mais il a une compréhension que la plupart des gens ont d'ailleurs jugé pertinente sur la société. Conviction suicidaire, c'est ça. C'est de la sociologie. Voilà, c'est de la sociologie. Et après, quand j'ai compris justement que la spiritualité, elle régissait les sociétés. Si je remarque bien, hein, dans Les Sirènes du Charbon, le dernier morceau, c'est le morceau où je parle vraiment de spiritualité en mode questionnement, douleur de croissance. Tu vois, ma spiritualité est au point mort, elle est ni à l'église ni à la mosquée, comment ça se fait? Conviction suicidaire, dernier morceau, destination finale. Tu vois, je me pose des questions. Bah, Master, premier morceau, les mecs, j'ai trouvé. Parce qu'en vérité, avant, je me questionnais. Et dans Master, j'ai trouvé. Et bien sûr, il faut du temps pour le comprendre et il faut principalement même lire mes ouvrages, mes livres pour comprendre ce que j'essaie d'expliquer dans Master. Ok. Master, il est dur, hein. Il est compliqué, Master. Ah, il est trop compliqué. Il est dur. Mais en vérité, tu vois, c'est là où aussi il faut avoir un certain recul. C'est vrai que quand tu rentres avec une intro de 17 minutes, ça marque un peu tout le reste de l'album. Mais tu vois, dans cet album, Master, des morceaux à vocation spirituelle, il y en a peut-être 4. Hein. Et c'est un album de 22 titres. Ah, mais 4 durs en tout cas. Ouais, ils sont durs, mais tu vois, il y a un morceau comme La Rage de Vaincre. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Grand frère de la street que je n'ai jamais eu. Il y a beaucoup de gens dans la street qui sont faits seuls. Même quand ils avaient des refrains et tout, ils préféraient aller régler leurs trucs tout seuls parce que le refrain, quand il apprenait qu'il avait des trucs dans la nuit, il pouvait le défoncer. Tu vois, je veux dire, il peut se faire défoncer 2 fois plus en fait. Il a une histoire avec des gens, il s'est pris des coups, il va aller régler quelques trucs, il dit son refrain, il est au courant, il se fait taper encore par son refrain. Et à la finale, il fait même rien. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a aussi, ils n'avaient pas de refrain. Ils n'avaient pas 50 000 cousins, ou il y en a qui préféraient même pas les tenir informés de ça et qui ont dû se faire tout seuls. Tu vois, qui ont été chercher leurs litrons tout seuls, qui ont été chercher leurs outils tout seuls pour régler leurs histoires. Et il y en a qui ont bénéficié des réputations des grands frères. Tu vois, il y en a qui ont bénéficié de ça. Il y en a pour qui ça a toujours été facile, genre on parle pas avec lui, il a jamais fait de tête à tête parce que tout le monde a peur de ses refrains. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un morceau qui est aussi pour moi pour le côté humain, pour le côté rationnel, ce que les gens ils appellent le rationnel, qui est aussi important qu'un King Zion ou un Justice en fait. Tu vois, c'est des morceaux on est dans un monde, il est dur. Et t'as des morceaux comme I'm in Love. Tu vois, c'est sujet d'amour. Un morceau comme She Hates Me, qui a une importance de ouf parce que c'est le 2e morceau que j'enregistre pour le Master YW, She Hates Me. Et en plus de ça, c'était une période où il y avait une meuf, elle était en train de m'exécuter, frère. Tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais. Ouais, mais exécutée sentimentalement parlant. Ouais. Tu vois, et cette meuf-là, j'étais avec depuis un petit peu avant Conviction Suicidaire. Donc, tu vois, Ah oui, longtemps alors. c'est elle qui a pris les coups de chlasse. Ah ouais. Je dis dernièrement, je parlais avec un poteau, j'ai sorti une punch des conneries. Je dis, c'était une vipère quand même, mais il faut me reconnaître quand même un talent. J'ai réussi à chlasser une vipère en mouvement. Non. Et Bukowski. Ouais, Bukowski, tu vois, il est pas ultra spirituel. Hein. Mais ça s'adresse à quelqu'un en particulier ou c'est... Non, Bukowski, en fait, c'est un écrivain qui vit à Los Angeles. Ouais, qui vit à Los Angeles, qui est décédé maintenant, je crois, depuis un moment. Bah, c'est vrai qu'il y a des piqûres dedans. J'avoue, ça m'a fait penser à un artiste. Hein. Je vais pas dire le nom, toi. Non, il y a des piqûres. Je suis pas jaloux de Booba, je suis pas jaloux moi j'ai rien dit, moi. Pas jaloux de Soprano. Je suis trop compétent pour ça. Jaloux, il faut être nul. Non, c'est même pas ça, c'est le titre en lui-même, parce que même quand j'ai tapé Lucio Bukowski, là, ouais. Bah, franchement, je crois qu'à l'époque de Master, on parlait un peu moins de lui quand même. Je vais pas lui manquer de respect, mais moi, à l'époque où je sors Master, je sais pas c'est qui. Je vais pas lui manquer de respect, peut-être que je suis pas. En plus, c'est le cas, je suis pas en train de chercher toutes les nouveautés. En plus, à partir de Master, je suis devenu presque aveugle sur ce qui se fait à côté. Il faut que quelqu'un m'envoie un truc, ou que même quand je tombe sur un truc au hasard, ça m'intéresse même plus de cliquer parce que le contenu, ça me parle plus trop, tu vois. La plupart des rappeurs, ça me parle plus trop. Moi, je suis le genre de mec, j'attends un album de Nesbill, j'attends un album de Nino, j'attends un album de McGregor, tu vois, un album d'Akash, tu vois, des gens qui écrivent, qui ont une singularité dans leur œuvre, tu vois. Une authenticité, surtout. Parce qu'il y en a qui font les révolutionnaires, ça sonne un peu, tu vois, ça sonne creux un peu. Voilà. Et tu fais plus de clips? Non, j'ai décidé que j'en faisais plus, en tout cas pour l'instant, parce que j'ai voulu tout recentrer sur recentrer le débat. On fait du son, tu vois, on fait de la musique. Les Peucli, il y a des clips qui sauvent des morceaux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme il y a des clips qui peuvent tuer un morceau. Aussi. Tu vois, mais moi j'ai voulu surtout recentrer le débat. Ça veut dire que je fais de la zikmu et je suis pas là à vouloir impressionner. Parce que pour moi, ça n'engage que moi ce que je dis aujourd'hui, tu vois. C'est un peu de la masturbation en fait, quoi. Le rappeur qui se branle sur lui-même, quoi, qui se regarde. J'ai besoin que toi, il va chercher le nouveau cuir, une nouvelle voiture. Regardez. En plus, c'est scénarisé, c'est pas la vraie. Ça, tu le dis en plus dans un son là, pour la pochette de Conviction Suicidaire en plus. Ouais. Tu vois. Celui-là, j'ai voulu comment dire, matérialiser une philosophie de Conviction Suicidaire. Comme dans Les Sirènes du Charbon d'ailleurs, on voit pas mon visage, c'est mon premier projet. Tu vois, et les gens me disent, mais mets ta tête et tout, pour les concerts, pour les trucs, machin, tu vas serrer des meufs, tu vois. Non, mon discours, il était plus, mon combat, il était plus important que ça. Les Convictions Suicidaires, je suis pas clairement, tu vois, je suis pas en mode, tu sais, comme les rappeurs ils font la Camas, là, tu vois, avec un joli cuir calé sur une Ferrari comme ça qui est pas à eux. Tu vois, je suis pas comme ça, je suis en train de crier comme ça en Black Akos, tu vois. Mais voilà, et puis surtout, il y a un truc, c'est que pour moi, un clip, ça casse en fait la possibilité que l'auditeur il a de s'approprier un morceau. Tu vois, parce que quand tu mets une image, par exemple un morceau comme Le Gendre, tu vois, qui est super imagé, il y a une situation qui se passe, il y a plein de situations sur un fait. Bah, tu mets une meuf, tu vois, tu mets une meuf, tu mets un daron, tu mets le gendre en question, tu mets comment t'appelles ça, un appartement, le morceau il appartient plus aux gens en fait. Parce que n'importe qui tel quel, vu qu'il n'y a pas les noms des personnes si citées, il peut s'imaginer comme ça, aller faire la déclaration à son beau-père comme ça, je veux votre fille, truc nanani, c'est beau. Quand tu le mets, quand tu l'images, ça casse l'imaginaire justement des gens, c'est marrant. Tu l'images, ça casse l'imaginaire. Ah ouais, tu imposes en fait ta vision. Ah voilà, exact. Tu imposes une vision. Les gens, ils ont plus, tu m'imagines Carvaras, tu vois, ça avec nanani. Ils ont un truc qui leur est imposé. Et après aussi, il y a aussi la question de, ça c'est en tout dernier point, il y a la question de l'économie du clip. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens, tu vois, parce que moi, bon,
Les gens qui savent, qui connaissent un peu mon parcours, ils savent que moi, en peu clip, j'ai été sérieux quand même. Tu vois, c'est moi qui ai mis Chris Macari sur la carte. Hein. Le premier clip de Chris Macari, c'est moi. Hein. Ouais, avec Trafic Tu vois, Trafic de stéréotypes. Ouais. Après, on a fait Bolide. Après, plus tard, on a fait Laisse-moi dans mon bunker, Rédemption, truc. C'est moi qui l'ai mis sur la carte. Et à l'époque, moi, avec mon producteur, on voulait faire des clips sérieux ou pas faire de clips du tout déjà. C'était déjà le mode, tu vois. Où on fait un truc sérieux, où on met un vrai billet, ou on fait rien. Et voilà, ça donnait qu'à l'époque, la conception de la Zikmu, elle était différente, tu vois. Aujourd'hui, les gens... ils ont besoin de tout... Ils ont besoin de tout clipper presque, tu vois. Et nous, à l'époque, voilà, tu vois, on avait besoin d'un peu de clip pour peut-être le passer sur Zik, Trace... un peu plus de visibilité parce qu'à l'époque les YouTube et tout c'était pas encore ce que c'est ouais même quand tu parles encore de blog et tout voilà c'était encore blog Bouscapé c'était en train d'à peine de monter tu vois à l'époque t'avais un Bouscador 100 000 vues c'est extraordinaire tu vois tu tapes 100 000 vues sur Bouscapé c'était extraordinaire et après aujourd'hui par exemple pour moi ça n'a pas de sens de mettre les mêmes budgets sur un clip que ce qu'on mettait à l'époque. Aujourd'hui, je me vois mal mettre 4-5 balles dans un Pecli, c'est quelque chose qu'on mettait de nos poches, hein, on n'était pas en maison de disque, tu vois. 4-5 balles dans un Pecli, tu vas faire 1 million de vues, il te rapporte 1 000 euros. Bon, et en plus, c'est même pas un gage de plus vendre. Donc c'est pourquoi. On ferait un peu de promo, non? La promo. Si les morceaux tournent. Le clip, qu'est-ce qu'il apporte en plus à part qu'on te voit? Aujourd'hui, la musique, elle se consomme différemment, je dirais. Oui. Après, c'est vrai que c'est un choix. Hein. C'est clairement un parti pris que j'ai décidé d'exprimer par ces choix-là. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai décidé de ne pas faire de clip et ça fait 1 an et demi que je m'en sors très bien. Et c'est marrant, hein, tu vois. Les gens me disent ouais on t'entend plus trop, on te voit plus trop partout, mais je dis mais c'est marrant que vous me dites ça parce que ça fait 1 an et demi justement que en fait j'arrive à vivre de mes œuvres en fait. Là c'est qu'aujourd'hui tu vis réellement quoi, mieux. Depuis 1 an et demi, depuis Master. Depuis Master, voilà. Ouais, depuis ton indépendance. Avant c'était on cirait les chicots frère. Tu vois, parce qu'on voulait le faire le braco à maison de disque, tu vois, on finit par signer, on prend un 250 balles, tu vois. Là, tu parles beaucoup à Adams, là. Hein de quoi? Là, l'indépendance est... Moi, l'indépendance, non, moi, je trouve que... j'ai rien contre les majors, tu vois. Mais l'indépendance, c'est plus noble. C'est beaucoup plus noble. Il y a tout est expliqué là-dedans, tu vois. Liberté, en fait, c'est ça, la liberté, le truc de surtout la matière première, c'est nous, en fait, quoi. Comment est-ce que un mec, il peut arriver sous prétexte qu'il ait fait de grandes études, il te propose un contrat où tu es la personne de toute la boucle qui touche le moins d'argent. En plus, ça, tu te dis, ça, c'est. T'as vu une petite comme ça qui disait je connais aucun dealer ou braqueur de la tête qui t'a fait gratos avec un mec qui connaît ni la ni Dev. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était vraiment. Conviction suicidaire, en plus. C'était vraiment un mec de. Tu vois, c'est un délire, c'était vraiment un mec de la cité. Tu peux pas faire un deal avec des mecs qui vont pas te payer en vérité, tu vois. Tu vois, Zarma signer et pas prendre d'argent. Ouais, c'est un délire. Là, on en vient à Benjamin Chevanier en plus. Là. Ouais. On va parler de ce son, parle-nous de ce son-là. En fait, nous, on voit que là, tu suis beaucoup, en fait. Je sais pas si tu le suis, mais c'est pour ça qu'on respecte beaucoup ici, en tout cas, Alpha 520. Surtout c'est Ibo qui est là. Ouais, j'ai vu l'interview. J'ai pas vu, il a fait une interview, il parlait de Chulvani. Non, on parle de toi, là, d'autres sons, Chulvani. Ah, d'accord. Non, parce qu'en fait, toi, t'es contre tout ça, toi. Non, attention, Chulvani, c'est différent. Non, Chulvani, oui, c'est différent parce que Chulvani, mais... En plus, il a été déterminant dans mon exposition, Chulvani. Parce que c'est lui qui a... Hostile 2006, c'est lui qui a dit, ouais, je mets le bif pour le clip de Despo et que Despo soit premier single et j'étais même pas signé chez Hostile. Ah d'accord, j'avais pas compris comme ça. Non, j'étais pas signé chez Hostile, il y avait Youssoufa qui était signé là-bas, il y avait Diams, il y avait qui d'autre, Soprano, il est venu en 2e single. Ah ouais. Donc ouais mais tu viens, mais c'est non. Moi je dis c'est un coup de maître là, avec arrêter, c'est un contre-pied. C'est possible, mais si tu veux, c'est un chef d'entreprise doit rentrer le maximum de bif. Et arrêter, c'est pas le morceau le plus vendu. Ah ouais, c'est ce que tu vois ce que je veux dire. Donc c'est aussi pour moi
Surtout par rapport à ce qui est raconté dans le morceau. Ouais, bah oui. Quand même, Ouais. tu vois, il y a des trucs Ouais. quand même inédits, il y a des trucs Chirac, trucs enfermés derrière le. Il faut oser quand même en tant que boss de maison de disque de mettre de l'argent là-dessus. Et ça a été réussi alors. Bah oui, ça a été réussi, Ouais. mais pour moi, il a. Au-delà d'avoir vu que ce rappeur-là, il laisserait une trace quand même importante dans le game. Ah. C'est quand même, il a eu. Les Corones. Il a eu les Corones et il a fonctionné comme un activiste, un vrai activiste. En fait, qui l'est réellement en fait. Ça Mais même- pourquoi l'intro alors de son interview avec Rapelite? Bah, parce que je trouvais qu'il disait des trucs intéressants, moi. Moi, il parlait du business en fait. Ouais, Ouais, il parle du business. Des et pourcentages. Et surtout à la fin, moi ça m'a Ouais. fait pleurer de rire à la fin du morceau quand il dit C'est la ouais, vérité. truc, ouais, Faut mieux- vos producteurs faut mieux- ils vous payent ouais. pas, vous laissez chez moi, au moins vous êtes sûr, vous allez payer, tu vois. Mmh. Et quand l'interview elle sort, moi je suis en plein conflit avec un label que je ne citerai pas là. Mhm. Mais voilà, que des problèmes comme ça, quoi. Tu vois. Et quand il dit c'est la vérité, bah c'est la vérité, j'en suis témoin. Mhm. Et il a soulevé ce fait. On n'a pas entendu beaucoup des boss de maison de disques en France prendre le micro devant les gens comme ça et, Ouais, ouais, et ouais. dénoncer le truc, tu vois. Ouais. C'est clair. Donc, et puis en dehors de ça, bon, je l'ai entre-temps croisé une ou deux fois. C'est un mec cool. Et puis surtout, ce que les gens n'aiment pas chez lui, c'est qu'en fait, c'est pas un mec de cité, mais il a la même mentale. Il est en Kaira, en Mhm. fait. Ah, il est en Kaira avec Il est son en Kaira. bédo. Ouais, normal. il est en Kaira avec Ouais. son bédo. Et tu veux signer, ouais, mais tu me rapportes quoi, frère? Tu sais, il te comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Dis-moi, ouais, truc, que tu me rapportes truc, machin, vas-y, viens, on s'assoit, mais sinon, vas-y, laisse tomber, frère. Il fume son Ouais. truc. Tu vois, et les gens, ils sont, ah, comment ça, c'est à nous le rap? Mais frère, tu vas pas forcer le mec à mettre un bif. Tu vois. Tu vois, il faut que ton produit il vale quelque chose aussi. Mhm. Voilà, moi, en fait, que ce soit Shulvani ou que ce soit un mec de rue qui a super confiance en lui ou un Cristiano Ronaldo, il met un but, il égalise, il va devant les supporters, il dit calmez-vous, calme, tu vois, en Kaira comme ça. Moi, je pense que quand quelqu'un il a les compétences, il peut se permettre des flambées comme ça. Ok. Bon, on va se l'écouter ce son même. Hein, Benjamin Silvani. Dr. Sophicide. C'est un psychiatre. Dr. Sophicide.